Merci à tout le monde d'être là. Je vais, partager le programme. Nous avons au programme 4 présentations pour réfléchir, pour commencer à poser les briques de réflexion sur la question de la mutualisation des risques, face aux changements globaux. Vous imaginez bien que souvent, on se concentre, en tout cas dans les discussions, ces dernières années, sur plutôt les changements climatiques parmi les changements globaux qui se mettent en place. Ça reste une thématique, forte et suivant ce qui ressortira de ce séminaire, eh bien, nous approfondirons les différentes facettes de ces changements globaux. Au programme, j'affiche le programme. Au programme, une présentation de Christian Huguelot. Christian Huguelot est avocat à la Cour et au cabinet Huguelot-Lepage Avocats. Et il nous permettra un peu de défocaliser, hein, sur les problématiques, actuelles, sur que faire sur la mutualisation des risques lorsqu'il s'agit de changement climatique et il nous parlera, notamment de ce qui se fait dans d'autres contextes, les contextes de guerre, mais il nous parlera aussi du droit positif de l'environnement, pour faire face à, ces problématiques d'assurabilité. Sandrine Spaterloher est professeure des universités à l'Université de Strasbourg. Elle partagera avec nous ses réflexions et ses travaux sur le changement climatique et assurabilité ou inassurabilité des risques et ce que ça peut poser comme, stabilité d'une certaine manière des modèles économiques. Donc elle insistera sur l'aspect, efficacité économique et notamment pour servir la justice sociale. Je partagerai avec vous quelques réflexions autour de la prévention et des assurances des risques de catastrophe, avec un cas qui est le cas d'irretrait-gonflement des argiles, et puis quelques questions que ces thématiques, soulèvent. Quelques contradictions. Michel Luzy, qui est membre de la FPCNT, partagera avec vous l'évolution, on va dézoomer, hein, passer aux structurations des bases de données et on abordera la question de l'évolution des risques de catastrophes naturelles et nous tenterons de revenir sur les causes et les causes profondes, de cette évolution. Puis nous prendrons à la suite de chaque présentation un temps de questions, d'échange avec vous, d'échanges ou de suggestions d'approfondissement de thématiques et n'hésitez pas, pendant les présentations, s'il y a des questions de précision, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat ou demander la parole, la prendre en demandant une précision si vous ne pouvez pas ou en tout cas si cette précision vient à manquer à la compréhension de l'exposé et que vous ne pouvez pas attendre jusqu'au moment des questions. Sur ce, n'hésitez pas à éteindre vos micros parce que c'est enregistré, ça peut, faire, du bruit et gêner nos présentateurs et je vais passer la parole à Christian Huguelot. Eh bien, je ne sais pas si tout le monde m'entend, tout va bien. Donc, je suis Christian Huguelot, je suis avocat à la Cour, vous l'avez répété. Effectivement, nous nous sommes beaucoup, avec Corinne Lepage, intéressés aux questions d'environnement depuis déjà 40 ans, et surtout la question climatique, puisque nous sommes à l'origine du contentieux fondamental du droit climatique en France, à partir de l'arrêt du Conseil d'État qui s'appelle Commune de Grande-Synthe. La commune de Grande-Synthe a un littoral qui est inférieur au niveau de la mer, et construite sur les polders en particulier, et constituait une victime potentielle très importante par rapport au réchauffement climatique, puisque celui-ci entraîne en principe la montée des eaux d'ici 2100 de nombreux centimètres. Je n'ose pas dire, mais presque de 0,70 d'après ce que j'ai entendu parler. 0,70 mètres, bien entendu. Alors, ce que je voudrais vous démontrer et essayer d'échanger avec vous sur le sujet suivant, c'est que en période normale de paix et en période de guerre, l'aléa climatique, le risque climatique est de plus en plus fréquent et très difficile à gérer. Et parce que intrinsèquement, cette notion
et le risque climatique est passé de ce que j'ai appelé pendant longtemps, et ce que vous avez appelé aussi, une catastrophe lente, vers pratiquement un emballement. Et c'est ça qui se produit actuellement. Comment faire face à cet emballement? Alors, voyons d'abord les faits, si vous voulez, et quelques illustrations et les conséquences financières. En principe, quelles sont les caractéristiques générales qui font que cet emballement et ce risque climatique est assez hermétique par rapport aux droits des assurances? C'est ça la difficulté. Et puis, on passera à quelques illustrations qui figurent d'ailleurs dans votre rapport, Madame Myriam Merad, que vous avez fait avec Monsieur Langreney, et une autre personne que vous allez citer, peut-être, dont j'oublie le nom à l'instant, enfin peu importe. Donc, d'abord, premièrement, l'évolution de la notion de risque. Je ne vais pas aller dans le détail ni sur le nombre des inondations, ni sur le nombre des feux de forêt, etc. Ce que je veux voir avec vous, d'après une étude de Copernicus, vous savez, Copernicus, c'est le programme d'observation du climat au niveau européen, sur le coût de l'impact en Europe des risques, des dommages climatiques était 13,4 milliards d'euros, avec 81% pour l'inondation. 1,6 million de personnes en Europe ont été touchées et dans le monde, semble-t-il, les caractéristiques, une caractéristique nouvelle, c'est que pratiquement, il y a des décès qui sont rattachés au réchauffement climatique. D'ailleurs, au passage, c'est 489 000 personnes d'après les observateurs. Mais au passage, d'ailleurs, l'assurance est une assurance générale au bien pour la catastrophe naturelle ou pour la loi Barnier. On en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est une nouvelle ouverture au sujet. Et ce qui est, à mon avis, le plus significatif, c'est que ce qui va vers un risque d'accélération, c'est que l'on voit quand on analyse ce qui s'est passé dans la tempête Boris ces derniers mois, pratiquement, en Autriche, en Tchécoslovaquie, pratiquement, c'est très lié au réchauffement de l'eau de la mer. Et si le réchauffement de l'eau de la mer se continue, pratiquement, la fréquence va être de plus en plus forte. Alors, ce qui m'intéressait au point de vue technique et au point de vue juridique, c'est de qualifier ces phénomènes. On peut les qualifier ensemble. J'avais travaillé sur la question avec un philosophe et nous avions dégagé des caractéristiques qui est le philosophe qui est Dominique Bourg, qui est un de mes amis personnels et que je lis souvent et que vous lisez peut-être. Les caractéristiques sont les suivantes: la globalité des phénomènes, l'invisibilité des phénomènes, sauf peut-être au point de vue de la chaleur pour les sensations, l'imprévisibilité, parce qu'on ne sait pas où ça tombe, la non-réversibilité, il n'y a pas de diminution spontanée du tout dans le risque climatique, et finalement, la non-réparabilité. Parce qu'on a beau faire tous les efforts qu'on veut, mais le droit de l'environnement a inventé ce qu'on appelle le dommage écologique. J'en parlerai tout à l'heure, c'est le dommage causé au milieu. Mais qu'est-ce que vaut le dommage écologique causé à la haute mer et causé à l'atmosphère? Pratiquement, c'est irréparable. Donc, on est dans une situation tout à fait extraordinaire avec le fait d'avoir présent à l'esprit quelque chose d'important. Quand on parle de la limitation, si possible, de 2 degrés à l'accord de Paris du 15 décembre 2015, tout ceci est très gentil, mais c'est une moyenne. Et c'est une moyenne. Et il peut y avoir, sans augmentation fortement de la moyenne, il peut y avoir 50 degrés à Lille dans quelques temps. Ce n'est pas totalement techniquement impossible. Alors, vous voyez, on est dans un dilemme. Et dans votre rapport, Madame Myriad,
vous avez bien caractérisé les incidences matérielles, la sécheresse, l'inondation, la submersion, le cyclone, les tempêtes non couvertes. C'est ce que dans votre catégorie, vous appelez les vents qui ne sont pas des cyclones, mais des vents forts, hein, si j'ai bien compris. La grêle, les pertes agricoles et sylvicoles. Hein, les variations financières, moi je vous ai parlé de 13 milliards d'euros, et d'autres c'est 13 milliards d'euros. En tout cas, ce que nous savons, c'est que pour Swiss Re, qui est un réassureur, la dépense est, comment dirais-je, de l'ordre de 275 milliards d'euros, dont 45% est couvert. Donc, c'est quand même un problème insoluble, presque insoluble, et disons une gageure. Alors, je me suis intéressé à saisir ce phénomène, mais en essayant d'en tirer des incidences. D'abord, il y a une incidence, à mon avis, sur la biodiversité, qui est importante et qui intéresse les assureurs. Il y a une incidence sur l'économie, une incidence considérable sur le droit de l'environnement classique et une incidence, bien entendu, c'est notre sujet, sur le système des assurances. Je voudrais reprendre quelques-unes de vos conclusions, mais pour vous montrer qu'à mon avis personnel, elle ne doit pas être centrée sur des mécanismes financiers seulement, des mécanismes assurantiels, mais sur d'autres critères. D'abord, prenons la question de la dégradation de la biodiversité. Ce n'est pas la peine d'en parler, tout le monde est d'accord là-dessus. En quoi ça intéresse les assurances? Ça intéresse les assurances en tant qu'investisseurs, parce que les assurances ont effectivement, comment dirais-je, intérêt dans leurs investissements, même sur des éléments de la nature, à ce que ceux-ci ne se dégradent pas. Il y a une étude qui est très intéressante de l'autorité de contrôle et prudentielle des assurances, et prudentielle et de résolution, qui présente les principaux enjeux et canaux de transmission de ces risques aux assureurs. Si ces derniers ne sont qu'indirectement touchés par la dégradation de la biodiversité, les réglementations récentes obligent certains organismes soumis à la supervision du régulateur à l'intégrer dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité. Donc, on ne peut pas mettre de côté la question de la biodiversité. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans mes lectures ces derniers temps sur l'incidence sur l'économie, c'est le fait que la question du court terme et la question du long terme se rattachent. Et il y a une étude absolument très intéressante qui a été résumée par le journal Le Monde du 4 juin 2024. C'est l'étude, je prononce mal l'anglais, mais ce n'est pas grave, le National Bureau of Economic Research, qui affirme ainsi que l'inaction climatique risque de coûter beaucoup plus cher que prévu. Effectivement, ce rapport est accessible et éventuellement en électronique, j'en ai la copie la plus complète. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce rapport met en exergue le risque de destruction du PIB de 50% s'il y a 2 degrés en 2100. Donc, affirme par le fait même l'importance de la rentabilité de la décarbonation. Pardon. Et donc, à mon avis, il y a là une incitation à renforcer l'intérêt et l'utilité d'une politique préventive. Ça devient rentable, ça devient utile, et rend un peu désuète et un peu antique, si j'ose dire, la notion de réparation, même par compensation, qui reste malgré tout, la réparation par compensation, ça reste lié à une destruction. Hein, il y a, comme sur ces questions-là, il y a encore un rapport de France Assurance de 2022 qui est toujours intéressant à consulter. Alors, quelles sont les incidences sur le droit? Le droit de l'environnement,
il s'est construit par la jurisprudence avec un rapport étroit entre la science et le droit. C'est l'invention capitale, à mon avis, du dommage écologique. On a commencé à prévenir que, à la condition qu'on ait détecté et pris en considération le dommage écologique. Vous savez que c'est arrivé il a fallu attendre 30 ans en France pour qu'on le reconnaisse. Je l'avais initié dans une très vieille affaire de 74 qui s'appelle les Bourges de la montée d'Issonne, où la Corse avait fait reconnaître le dommage causé à la mer et par voie de conséquence au plafond. Ce n'est pas le dommage écologique pur, mais ça a permis de réfléchir et de nous permettre, avec Corinne Lepage, dans l'affaire de l'Erika en 2013, de faire reconnaître par la Cour de cassation que le dommage au milieu était réparable. Par curiosité, pour savoir, pour que vous sachiez comment ça s'est fait, on avait calculé, sur la base des travaux du professeur Chevassieux-Louis, l'impact sur la stérilisation de ce qu'on appelle l'estran. L'estran, c'est la partie découverte de la mer et c'est la partie qui enrichit pratiquement la biologie. Et donc, on avait calculé ça par mètre carré, ça rapportait par commune, et au total, environ 220 millions d'euros. Mais maintenant que vous êtes sur le dommage climatique, je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste vraiment là-dessus, ça n'a plus de sens. Et deuxièmement, maintenant, le droit capital du droit de l'environnement, qui est le droit des études d'impact, c'est-à-dire d'anticiper sur les risques et d'essayer de corriger, éviter, réduire, compenser, est un peu mis à néant s'il s'est limité, il se limitait uniquement au site. Or, la jurisprudence actuellement, notamment australienne, sur l'exploitation des mines de charbon, dit votre étude d'impact n'est pas seulement valable sur les incidences sur le site, sur le transport du charbon, mais qu'est-ce que vous allez en faire par rapport au risque climatique? Allez-vous le vendre à telle personne, à telle société, et quel est le dommage au climat qui va en résulter? Il y a une amorce d'évolution dans le droit français avec un arrêt qui s'appelle Ville de Gardanne, qui est un arrêt fort intéressant du Conseil d'État, qui dit à peu près la chose suivante, vous ne devez pas vous limiter quand vous avez une usine de, comment dirais-je, énergétique qui s'alimente en arbres, vous devez aller au-delà du site de l'usine sur les effets de la chaleur, vous devez aller voir ce qui se passe dans la déforestation massive. On n'est pas encore dans la logique, on attend un arrêt du Conseil d'État qui est très important sur l'huile de palme. Pratiquement la société Total s'est lancée sur ce sujet et il a été contesté parce que ça entraîne en Asie une déforestation massive. Donc, quelle est l'incidence sur le climat? Donc, le droit de l'environnement est terriblement interpellé. Après ça, sur le système assurantiel. Alors, je suis un peu confus, mais je dois me référer aux études que j'ai essayé de consulter et d'essayer de retenir. Vous avez un travail du Conseil économique et social de 2022 qui n'est pas si intéressant. Madame Mérad, vous avez votre rapport sur la base d'une lettre de mission du ministre des Finances qui est très intéressante. Je retrouvais le troisième, c'est Langrenay, Le Causanet, Mérad, pour rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, il se passe quelque chose qui est plus substantiel, qui est la mise en valeur des effets du climat sur la santé. Et ça, c'est un rapport dont je dirais quelques mots du Lancet Countdown, j'espère que je prononce bien. Et puis, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est la réunion plus récente des réassureurs à Monaco, dont les échos du 5 septembre, si j'ose dire, font écho. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le rapport du CESE, mais ce qu'on voit pratiquement, c'est le peu d'intérêt pour le droit de l'environnement. Le rapport du CESE est divisé en 3 parties. Le renforcement de l'autorité publique, la nécessité de la prévention, ça c'est un peu en termes généraux,
et puis la révision des indemnisations. Mais on est toujours un peu dans la logique de l'indemnisation. Il préconise en particulier, dans les risques liés à la submersion et aux accidents naturels, pas seulement les submersions, on verra d'ailleurs sur ce sujet, l'augmentation du fonds Barnier. Il contient 14 propositions que je ne vais pas vous détailler, mais que vous retrouverez dans le rapport du CESE et qui est fortement documenté quand même dans sa motivation. Dans votre rapport, Madame Mérad, vous désignez 11 objectifs majeurs et 37 recommandations qui sont toutes pertinentes. Moi, ce qui m'a frappé dans vos 11 objectifs majeurs, c'est la consolidation de la prévention et de l'exploration des zones d'exposition et réorienter le financement vers la prévention. Ce sont vos objectifs 2, 5 et 6, et à mon avis, c'est un peu la clé du sujet. Alors, par curiosité, ce fameux rapport du Lancet Countdown de l'Université de Londres, qui est une pièce nouvelle au dossier, qui est une réunion du 14 novembre 2023, de 114 experts de 52 institutions de l'ONU, et pratiquement sur la sécurité climatique. Alors, on peut donner quelques chiffres. Leur recherche relève que les décès liés à la chaleur chez les personnes âgées de plus de 65 ans ont augmenté de 85% entre 2013 et 2022. Il n'y a pas de raison que ça baisse. Par rapport à la période 91-2000, la fréquence accrue des vagues de chaleur, de sécheresse qui l'accompagnent ont été responsables d'une insécurité alimentaire supplémentaire modérée à grave pour 127 millions de personnes sur 122 pays en 2021. Alors, les menaces au réchauffement climatique, de plus en plus de personnes sont menacées, 1,4 milliard de personnes. Les émissions de particules en suspension liées au transport provoquent 46 000 décès chaque année. Les impacts sanitaires et matériels du climat ont un coût financier estimé à 264 milliards de dollars en 2022, soit 23% de plus que pour la période 2010-2014. Donc, on a une nouvelle appréhension du risque climatique qui peut faire bouger de façon plus sensible. Hein, parce que, comment dirais-je, pour que c'est quelque chose qui m'est cher, pour que quelque chose bouge, il faut du sens, il faut de la sensation. Si on ne le ressent pas, on ne bougera pas. Mais si on commence à le ressentir sur les hommes, on le croira sur les liens. Après ça, il faut une direction. Et puis après ça, il faut que cette direction ait une signification. Donc, pratiquement, on est au début de la possibilité d'un basculement. Alors, on peut faire des réflexions rapides sur le régime actuel. Le régime des 4 nat, pour moi, il est dépassé. Hein, parce que les risques nouveaux, par exemple, sur les choses relatives au mouvement des sols argileux, qui est une spécificité française, je pense, a agité beaucoup, a fait l'objet de propositions de loi et fait l'objet de, comment dirais-je, de discussions parlementaires et autrement. Bon, il n'y a pas que celle-là. Il y a dans la question de la prévention, c'est pas qui est lié quand même à la nécessité d'indemniser des 4 nat, parce que dans le dispositif, il faut pratiquement prévoir de la prévention. Vous savez qu'on ne va pas prendre la question de prendre des plans technologiques pour les risques qui est lié à des difficultés de propriété, d'expropriation, mais on va prendre simplement le risque naturel. Vous savez que 12 000 communes sont couvertes alors que 240 000 sont exposées. Et vous avez donc ce problème du retard administratif, cette résistance, et je m'aperçois aussi dans un contentieux qu'on avait mené avec Corinne Lepage, qui est l'affaire Xynthia,
et que pratiquement un des risques de Cynthia, c'était la résistance du maire à adopter un plan de protection des risques naturels. Alors, est mise en cause aussi simplement la loi Barnier, qui est, à mon avis, inapplicable, peut-être financièrement, parce que ça, c'est tout le monde en parle, il faut augmenter les fonds. Oui, elle a commencé à fonctionner, mais elle concerne, d'après l'article 561-1 du Code de l'environnement, le risque prévisible de mouvement de terrain dû à une cavité souterraine, d'avalanche, de crue torrentielle ou à la montée rapide de submersion. Donc exclut nécessairement les risques liés au recul du trait de côte. Et dans l'affaire du Signal, dans laquelle on était avec Corinne Lepage, encore une fois, nous sommes tombés sur un arrêt, nous sommes cassés les dents sur un arrêt du Conseil constitutionnel du 6 avril 2018, 698 QPC pour ceux qui s'intéressent au sujet. Pratiquement, Conseil d'État, après le Conseil d'État, pratiquement le Conseil constitutionnel a dit que le risque n'était pas immédiat, il était prévisible depuis longtemps. Donc, par conséquent, le système est totalement bousculé. Alors, quel est le but de cette communication? J'entends, si vous voulez bien, aller au-delà des réflexions sur les solutions à approfondir, sur les aspects techniques, économiques, financiers, sociaux et individuels. Je ne parlerai pas des contrats d'assurance, ce n'est pas ma spécialité. Et le sujet, c'est un sujet de juriste pur de droit privé. Mais je voudrais prendre en compte l'évolution fulgurante du droit climatique qui vise, après des efforts judiciaires de la société civile, à un contentieux qui est quasi universel et qui se développe en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Il y en a un qui échappe, c'est la Russie, mais un jour, ça lui retombera sur la tête. Puisque dans les prévisions à 30 ans, pratiquement, la Russie sera touchée par l'impact climatique de façon extrêmement sérieuse. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il y a dans ce droit climatique qui peut nous aider à renforcer la prévention et ce qu'on appelle aussi en droit climatique l'adaptation nécessaire? Aussi, les assureurs, pour moi, ont un rôle à jouer au-delà de la protection des droits individuels, la protection des biens. L'assurance, à mon avis, peut et doit jouer sur la régulation des risques en pleine harmonie avec le droit de l'environnement dans une direction supplémentaire à celle de la réparation qui au surplus s'est aggravée avec pratiquement la question de la limite du dommage écologique. Alors, je voudrais développer mes propos dans deux, si j'ose dire, circonstances, disons, de société de paix. C'est comment envisager le passage de la préoccupation de la vigilance environnementale à celui de la sécurité environnementale. C'est ça l'idée générale qui se développe dans le droit climatique. Et après ça, pratiquement, je tenterai d'illustrer les difficultés de gérer les risques. Et ensuite de quoi, pratiquement, je vais m'adresser à une impossible mutualisation des risques dans la question de la guerre en Ukraine, qui est un excellent exemple. Alors, je regarde l'heure pour voir si ça continue. Donc, c'est tout à fait possible. Je dois aller jusqu'à 45, c'est ça? En gros. Hein. Donc, première proposition, aller plus loin que les propositions des assureurs. La lutte contre les risques climatiques, les risques de plus en plus contraignants engendrés par les risques climatiques passe par une droit de la transformation de la prévention avec le droit de la transition et de la vigilance environnementale, qui est une nouveauté et qui s'adresse pas seulement aux États, qui s'adresse aux personnes privées. Je vois un arrêt de la Cour de Paris qui permet actuellement à la société civile de demander des comptes à des sociétés EDF et Total
sur leurs efforts climatiques et la protection de la biodiversité. On est donc orienté actuellement vers un droit de la sécurité environnementale comme il existe un droit de la sécurité énergétique. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire. J'examinerai 3 questions. Comment le définir, comment on peut la mettre en œuvre et quelle est la limite de l'exercice aussi. Parce qu'il y a une limite. La limite est relative. Alors, comment le définir? Je viens de faire une communication à la Société française de droit de l'environnement et de la sécurité nationale. Moi, j'ai défini la sécurité climatique, la sécurité environnementale, comme la capacité de protéger les intérêts vitaux des États et de leurs citoyens contre les atteintes ou les risques d'atteinte à la santé humaine, à la biodiversité, comme au fonctionnement des écosystèmes. Et cela a une double incidence sur le plan national, c'est que ça rattache à un concept que l'on oublie toujours, qui est fondamental, qui est dans la Constitution, c'est qu'il y a un droit basique à ce que j'appelle l'intégrité territoriale, qui justifie effectivement la force armée, qui justifie la puissance publique. Et l'intégrité territoriale, elle est atteinte par le réchauffement climatique, par la montée des eaux et l'atteinte qualitative aux conditions de vie. Et donc, il faut changer l'orientation du droit, il faut le mettre vers cet élément fondamental. Puis au niveau international, pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'entité qui s'est plus développée sur le sujet? C'est l'Europe. Dans le Green Deal, c'est extrêmement important. J'avais beaucoup travaillé sur cette question-là. Le Green Deal est tout un programme pratiquement d'affirmation de priorité et de révision complète des directives. On pourrait en parler plus en détail, mais comment dirais-je, même s'il est mis en cause actuellement, et relativement moins qu'on le craignait au moment des élections, il est, compte tenu de l'urgence qui accompagne les phénomènes climatiques, de plus en plus impératifs et de plus en plus mobilisateurs. Car il est vécu par les différentes nations comme une réponse à leurs besoins de sécurité. Il a sa doctrine et ses bases. Elle va au-delà du contentieux de la réduction de réchauffement climatique. Elle entend substituer une obligation de résultat à une obligation de moyens liée à des questions de place de l'homme dans le droit de l'environnement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, d'avoir relié la question environnementale, la question climatique, avec la question humaine. Parce que c'est ça qui fait bouger. Ce n'est pas l'amour des marguerites qui fait bouger, c'est tout à fait louable. Je crois qu'il y avait une belle phrase qui disait « Ce qui n'est pas important, c'est sans doute l'amour des oiseaux, mais c'est les valeurs que l'homme met en exergue pour protéger. » Et donc, il faut ramener les choses à leur ensemble. C'est une longue marche qui est favorisée par 5 facteurs. Premièrement, par l'extension du droit de l'environnement comme droit fondamental. On n'est plus dans les années 1980. Aujourd'hui, 140 États sur 90 ont un droit constitutionnel à l'environnement. C'est considérable. Deuxièmement, par les mécanismes mis en place par la Convention climat de 92. La Convention de climat, elle a ses défauts, la règle de l'unanimité, la règle de la responsabilité commune et différenciée, qui fait que les États se bataillent entre eux pour savoir quel est le plus avantagé et le moins avantagé. Et surtout un article 3, paragraphe 5, qui dit que le droit du commerce international ne doit pas être entravé par le droit climatique. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais il n'empêche que les États, dans leur réunion de l'accord de Paris, ont essayé de limiter à 1,5 degré l'augmentation de 1990 à 2100. Et donc, ça a été reconnu par le Conseil d'État et par différentes juridictions comme un impératif, puisque ça a été ratifié à New York par la majorité des États.
Troisième facteur favorable, la circonstance des efforts de la société civile pour pousser ce renforcement du droit à la sûreté environnementale. Malgré les systèmes juridiques, que ce soit dans les systèmes anglo-saxons, qui sont liés au précédent, et les systèmes de droit un peu plus durs, qui sont les systèmes de droit européens. Et puis, pas quelque chose qui est intéressant, tout à l'heure je parlais de direction, c'est l'important mouvement vers ce qu'on appelle le droit des générations futures. C'est-à-dire, on a mis un peu de côté, là, le droit de l'environnement discute beaucoup actuellement, c'est un peu agaçant d'ailleurs, sur le droit de la nature à agir, mais c'est un leurre, parce que ce n'est pas dans notre philosophie. Et de toute façon, il faudra un procureur. Si c'est un procureur privé, il n'est pas pur. Si c'est un procureur public, il est poursuivi par la politique. Et donc, par conséquent, dire qu'on a devant soi l'impératif des générations futures fait en sorte qu'une génération ne soit pas sacrifiée et qu'elle ait le même environnement que le précédent, c'est une révolution qu'on retrouve dans la décision du Conseil constitutionnel du 27 octobre 2023 et dans la Cour constitutionnelle allemande. Et là, ce qui est très intéressant, et c'est le dernier point de convergence, après ça je viendrai au cœur, c'est la convergence des grandes juridictions internationales. Vous avez le tribunal de la mer, le tribunal interaméricain, la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont convergents actuellement, qui ont essayé de dégager un droit à l'obligation des États de s'intéresser à la protection de leurs citoyens à partir de l'exercice d'un droit individuel, mais exercé collectivement. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt le 9 avril 2024 dans lequel nous étions encore avec Corinne Lepage pour M. Damien Carême, mais qui a été écarté parce qu'on lui a dit vous êtes député et on ne veut pas d'action populaire. Enfin, nous, on savait très bien que, comme les trois affaires, l'affaire portugaise, l'affaire française et l'affaire suisse, ce qu'on appelle les Klimat-Signorinen, les vieilles dames, effectivement, il y en aura un qui s'est retenu et donc par conséquent, il s'agissait de plaider sur le fond. Bon, alors, quel est justement maintenant l'apport de l'arrêt du 9 avril 2024 sur la notion de risque? J'étais stupéfait de voir souligné par mon ami et collègue, oui, enfin, il est de plus de mon niveau largement, professeur Tribule, qui me rappelle que dans la décision, elle retient du dommage qui est réellement et hautement improbable, à défaut de mesures correctives adéquates, le fait que ce dommage ne soit pas strictement imminent, écoutez bien, ne doit pas à lui seul conduire à la conclusion que l'issue de la procédure ne sera pas déterminante pour son atténuation en réduction. Le professeur Tribule continue et dit, je vous lis le passage, ça vaut la peine. Ceci, notamment, pourrait s'avérer très riche de conséquences dans les situations dans lesquelles les changements climatiques entraînent des événements fort importants, sécheresse, incendies, canicules, et ouvrent la voie à des mesures d'adaptation prises par les États en fonction des risques identifiés. Dans une large mesure, la protection effective des personnes doit conduire à obtenir des mesures préventives des manifestations de ces risques. Et c'est donc un déplacement du contentieux sur la pertinence des mesures préventives qui se préparent et qui va être mis à la disposition de tous les citoyens. C'est une révolution incontestable, c'est très important. Alors, pour être un peu, je demande pardon, un peu efficace, il faut savoir si pratiquement le droit positif tient compte de cette orientation vers la présentation. Je prendrai deux exemples. D'abord, la synthèse d'une directive de l'Union européenne qui est du 12 juin 2013, qui entend
comment dirais-je, codifier les risques, la prévention des risques. Bon, je ne veux pas détailler parce que ça touche à des risques techniques, mais je voudrais prendre deux exemples. Les récents efforts législatifs faits en matière d'innovation, la transposition de la directive a conduit à la mise en place en France d'hospices spécifiques tels que l'enveloppe approchée des inondations potentielles et la cartographie des territoires à risque d'inondation. C'est-à-dire qu'on est dans la prévention. Sur l'érosion des littoraux, pratiquement la loi du 22 août 2001 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience a pour finalité d'adapter les territoires littoraux aux effets des changements. Elle met à disposition des collectivités locales des outils d'aménagement tiennent compte du recul de trait de côte. Un certain nombre de stratégies, la stratégie intégrée du trait de côte, complétée par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ou la stratégie 2030 pour la biodiversité. C'est quand même une orientation intéressante. Sur les feux de forêt, effectivement, afin de prévenir la récente loi sur les feux de forêt, qui est une loi que j'ai sous les yeux, qui date du 10 juillet 2023, on prévoit des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, qui sont des mesures préventives sur le débroussaillement, etc., le remplacement par des espèces peu combustibles et la création de réserves d'eau. Enfin, on pourrait détailler. La loi est extrêmement importante, elle fait plus de 50 articles. Elle a un article clé: dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, sont réputés particulièrement exposés au sens de l'article du Code forestier, l'autorité administrative adresse aux communes et à leurs groupements compétents des recommandations techniques. C'est très intéressant. Alors, pratiquement, il y a quand même, évidemment, c'est une direction, mais c'est une direction. Alors, je peux encore prendre 4-5 minutes, Myriam. C'est une direction qui est quand même freinée par différents éléments. D'abord, on entend contre ce discours un discours à l'appel des libertés publiques. Vous êtes entravé, il y a quelque chose d'insupportable actuellement dans le droit de l'environnement, l'écologie punitive. Mais c'est inadmissible. Quand on regarde le long terme, elle est protectrice. Donc l'écologie punitive, c'est de la mode et c'est quelque chose à détester et à éviter. Ce qui est, à mon avis, climat, et l'exposé suivant l'exposera, si le coût-avantage est reconnu comme positif dans les mesures préventives, on va changer la situation. Évidemment, l'obstacle, c'est l'évolution du droit international actuellement, qui recule devant ce qu'on appelle le droit multilatéral, qui est compromis par le contexte du conflit des nations et la création de blocs nord-sud. Et donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est, en dehors de ce contexte général, là je serai assez court, mais c'est l'impossible mutualisation des risques des dommages climatiques liés à la guerre, et en particulier à la guerre en Ukraine. J'ai fait un gros papier dans la revue de la Défense nationale du mois de juin sur ce sujet-là, et j'ai mis en exergue plusieurs éléments. Hein, je ne parle pas de la question des dommages des personnes, le dommage à la mer, ni quoi que ce soit. Mais je prends la déclaration du vice-ministre de la Protection de l'Environnement et des Ressources naturelles ukrainiennes, plus des études fortes et pertinentes. Après 18 mois de guerre, le montant des émissions est lié aux véhicules, lié à l'effort de guerre. Hein. C'est pas l'Ukraine qui respire, c'est ce qui respire, si j'ose dire, c'est les efforts de guerre. Est estimé à 150 millions de tonnes de CO2, ce qui est plus que les émissions annuelles d'un pays très développé comme la Belgique. Si on prend le prix moyen de la tonne de carbone à $64,
alors que dans le système européen, la tonne de carbone est comprise entre 80 et 100 $, le dommage climatique s'élèverait à 9 milliards de dollars. Mais qui paye pour tout ça? Donc, pratiquement, on a un problème de prise en considération d'un risque qui nous échappe par le droit. Parce que, effectivement, dans le contexte actuel, pratiquement, il n'y a pas de solution en droit. Il n'y a pratiquement pas de solution en droit. Vous savez que ces questions du dommage climatique et autre chose ont déjà été examinées dans l'affaire du Koweït. J'étais consulté à l'époque par les autorités américaines, puisque comment dirais-je, celui qui avait envahi le Koweït avait fait le feu au puits de pétrole. Les dommages s'étaient manifestés jusqu'en Himalaya. Et donc, pratiquement, il y a une jurisprudence sur ces questions-là qui a été assez libérale. Mais le problème, c'est que on peut prendre le sujet par la Cour pénale internationale. Il ne suffit pas que l'État soit adhérent, mais malheureusement, la Cour pénale internationale ne vise que des personnes et autorise l'Ukraine, qui a accepté la compétence de la Cour pour les crimes présumés commis pour son territoire depuis novembre, fait l'obligation de coopérer avec la Cour. Donc il y a effectivement un lien possible, objectif, de mettre en valeur ces dommages climatiques pour essayer de les présenter à l'addition quand il y aura des négociations, s'il y a des négociations avec la Russie. Hein? Et il y avait aussi une solution, il y avait une solution amiable, d'aimable composition. Je me souviens que dans l'affaire Monsanto, effectivement, il y a eu une composition amiable par un tribunal ad hoc présidé par une ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Monsanto, qui a permis une sorte d'arbitrage et de déterminer des droits nouveaux. Donc, par conséquent, c'est un problème qui est soulevé et qui, pour l'instant, est sans solution. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Bien entendu, il s'agit de perspectives, mais c'est quand même, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça démarre. Et moi, j'aime bien la phrase de Platon qui disait que lorsqu'il y a plus grand, c'est ce qui démarre. Et il faut donc s'intéresser à l'évolution du droit national, du droit de l'environnement, qui est la clé de l'adaptation du droit climatique, hein, et qui pourrait être une réponse utile sur une autre perspective pour les assureurs. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Christian, pour ce brillant exposé. Et nous allons commencer le jeu des questions. Donc, je vous propose de lever la main, comme ça, je peux vous compter dans la liste. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions par chat. Donc, Régis. Merci Myriam. Je ne sais pas si le professeur Hugo m'entend, parce que tout à l'heure, il ne m'entendait pas. Oui, il faut te rapprocher de ton micro, parce que... voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va bien. Voilà. Moi, je voulais dire que j'étais absolument passionné par cette présentation. Je trouvais ça formidable. J'espère que vous autorisez la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, on peut voir le fait de l'écrire. On n'entend pas, Régis. Régis, on entend très faiblement. Si tu peux mettre un micro. Je l'ai mis à fond, mon micro. Je suis désolé. Ah oui. Alors, en fait, voilà, éteins peut-être ta caméra et rapproche-toi complètement du micro. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bon, vous entendez. Oui, donc je disais que j'ai trouvé ça passionnant et donc j'espère qu'on pourra la mettre en ligne sur les réseaux sociaux avec l'accord du professeur Huglot, voire éventuellement l'écrire et la diffuser parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des perspectives très, très stimulantes et je voudrais en noter 2-3. Puis j'adore aussi les petites phrases hein, du style ce n'est pas l'amour des marguerites qui fait bouger. Donc ça, je trouve ça vraiment absolument extraordinaire et c'est tellement vrai en plus. Voilà. Mais donc au-delà de ça, puis merci à toi Myriam d'organiser ces cycles où on réfléchit sur le fond et pas sur la forme et je trouve ça vraiment super. Et donc notamment, je voudrais revenir sur la phrase aussi qui m'a frappé, que j'ai entourée. Le régime des catastrophes naturelles est dépassé. Alors moi, j'étais la semaine dernière à un autre séminaire organisé par
par l'FPCN, donc qui était très intéressant aussi, qui était un retour d'expérience post-séisme, à la fois sur le Teil en France et puis en Italie, et l'Aquila. Et là, il y avait deux représentants du monde de l'assurance, un représentant de la CCR, un représentant d'un autre assureur privé, et les deux ont trouvé que le régime CatNat était un régime formidable. Et donc, je suis d'ailleurs intervenu pour légèrement moduler, mais du coup, moi, je serais plutôt du côté du professeur Huglot, voilà, mais j'aimerais bien qu'il nous dise quelles seraient ses propositions. Est-ce qu'il a quelques idées pour finalement remettre à niveau ce régime CatNat? Et en plus, ça tombe bien, puisque en ce moment, on a un Premier ministre qui s'appelle Barnier, donc il y a peut-être une fenêtre de tir pour essayer de faire bouger ça. Et en plus, on a un secrétaire d'État qui est sur ce sujet-là aussi, ce qui n'était pas le cas avant, une secrétaire d'État d'ailleurs. Et donc voilà, donc moi une question, professeur Huglot, qu'est-ce qu'il nous propose pour remettre un petit peu à niveau le régime CatNat? Moi je dirais pas dépasser, mais je pense qu'effectivement, et ça a été dit, le volet prévention n'est pas assez repris, et on sait très bien pourquoi, enfin il y a plein de tentatives. Et puis juste aussi, j'ai envoyé ça dans un petit échange de mail avec Myriam, je l'avais cité d'ailleurs lors du colloque avec les Italiens. J'aime bien ce livre d'Attali qui a maintenant 20 ans, hein, qui disait que le monde de demain donc serait le monde où les assureurs remplaceront les États. Il ne faisait pas explicitement référence au changement climatique, mais pas loin. Et je pense que ça serait intéressant aussi de discuter avec lui sur ça, parce que je crois qu'on y est. On y est là. S'il n'y a pas un sursaut mondial, planétaire sur ces sujets-là, effectivement, il va y avoir un gros problème. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs au colloque franco-italien. Voilà, merci, mais vraiment merci pour cette intervention. Surtout démarrer la journée comme ça. Moi, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir. Voilà, merci. Merci. Christian, n'hésitez pas si vous voulez réagir. Oui, je vous prie de m'excuser. Tout d'abord, j'ai une très mauvaise audition qui est due à des phénomènes qui arrivent avec l'âge. Bon, mais j'ai compris que ce qui intéressait notre interlocuteur, c'était l'expression que j'avais employée, c'est que le régime des catastrophes naturelles est dépassé. Je crois que c'est ça la clé de son intervention, hein. Alors, je crois que la réponse, si vous voulez, elle est très simple. Si vous adoptez mon point de vue, c'est-à-dire la certitude absolue de l'aggravation des risques climatiques, la question du régime des catastrophes naturelles s'intéresse à une seule chose, c'est-à-dire à l'effet de ces catastrophes naturelles et pas la cause. Et donc, comment dirais-je, c'est comme si on plaçait des cautères sur une jambe de bois. C'est ça le problème. C'est que, effectivement, quand on était dans le droit de l'environnement classique, dans les années 80, avec l'équilibre entre la protection de la nature, le bien-être, etc., il y avait des catastrophes qui étaient des accidents qui arrivaient une fois de temps en temps. Mais là, la catastrophe est globale, imprévisible, extensible à volonté, il faut changer de système. Alors évidemment, c'est pas qu'il faut changer de système, il faut mettre tous ses œufs sur la question de la diminution de l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc c'est un sujet qui ne regarde pas forcément le droit de l'assurance, mais regarde le droit climatique, le recul des activités qui pompent, comment dirais-je, leur énergie dans le carbone, les hydrocarbures, le charbon, etc. On est en face d'une véritable révolution qui se fait actuellement tout doucement par la jurisprudence. Ce qui est très curieux, c'est que les États sont pris entre deux feux, l'immédiat et le long terme. Et la seule personne qui protège le long terme, c'est la société civile. Et ce qui est intéressant, c'est une sorte d'international de la société civile, car vous retrouvez la même jurisprudence grâce à Internet, d'ailleurs, au passage, et Internet qui nous coûte cher au point de vue climatique, puisque le réchauffement des machines augmente la production des gaz à effet de serre. Mais vous retrouvez dans les décisions australiennes des passages de décisions européennes. Vous trouvez dans le droit américain des remarques sur le droit naturel, qui est le droit de la nature, qui est supérieur au droit de la Constitution américaine, parce que le droit de la Constitution américaine peut disparaître, la Constitution peut disparaître, mais que la nature existera toujours.
il y a des choses stupéfiantes et sont d'une grande richesse et qui fait que pratiquement les juristes actuellement s'orientent vers ce droit des générations futures en construction, qui est la clé, à mon avis, personnel. Non, la clé, ce n'est pas le droit des assurances. La clé, c'est de ce côté-là. Il y a une importante réunion de la société civile, dans la Société française de droit de l'environnement, dans laquelle je suis un des membres fondateurs, qui a lieu le 9 octobre, qui s'appelle « Un droit pour l'anthropocène ». Moi, j'ai même écrit un gros papier là-dessus sur qu'est-ce que va être ce droit pour l'anthropocène dans quelques années. Pratiquement, est-ce que l'on doit s'appuyer sur des procédures de participation? L'effort qui avait été fait de consulter la société civile sur le droit climatique a été un peu oublié. Mais la seule solution, c'est de mobiliser les entreprises et la population. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus rigoureux, enfin, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit, que le contentieux climatique ne diminue pas d'année en année. C'est 2000 à 3000 affaires dans le monde entier qui sont répertoriées par l'ONU. C'est intéressant. Donc, je suis désolé de ne pas répondre trop sur la question des assurances. Je laisse les personnes compétentes sur ce sujet-là. Mais vous avez vu que c'est une question d'optique. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir un peu répondu humblement à votre question. Merci Christian. Y a-t-il d'autres questions? Interventions? Alors, pour ma part, j'aurais quelques questions, Christian. Oui. Et je vais les poser les 2, 3 en même temps. En fait, à la suite de votre exposé, en fait, ce que j'ai entendu d'une certaine manière en sous-jacent, c'est que par exemple sur certaines installations industrielles, notamment par exemple, ou certains grands projets, il faudrait des dossiers d'autorisation d'exploiter, ou d'une certaine manière l'étude d'impact, malgré la réforme dernière qui a été étendue, et les études de risque iraient au-delà de l'ancrage territorial. Ce que j'entends, c'est que d'une certaine manière aussi, ceci reviendrait à introduire les risques systémiques dans le système de prévention. Ça veut dire qu'il faudrait penser au-delà de ce qui est fait actuellement méthodologiquement et de l'étendre à des risques non classiques, qui sont les risques systémiques. Et là, ça serait vraiment une révolution, c'est-à-dire qu'on vraiment, on penserait global malgré certains ancrages territoriaux bien précis. Et du coup, j'aimerais bien, si vous le pouvez, vous entendre sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'au-delà de la réforme d'études d'impact qui introduit le positif et le négatif, on irait jusqu'à regarder à des mailles plus lointaines et donc on irait jusqu'à une conscientisation des impacts sur les différents systèmes et les mutations des systèmes, soit-il la mutation, le changement climatique. Et puis, un des éléments un des éléments toujours un peu sensible, c'est la question de l'imputabilité des risques. Et par exemple, en fait, quand certains rapports font le lien direct entre le changement climatique et le nombre de morts, alors je peux le comprendre des fois sur la manière de mobiliser justement la société, de mobiliser les communautés. Mais quand on commence à y regarder de manière plus fine, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas une imputabilité directe, c'est un facteur qui est déterminant, qui est majeur, mais pas direct. Et je me demandais s'il y avait des réflexions dans le droit autour de cette question de l'imputabilité, parce que justement, ça va permettre d'aller vers de la prévention au niveau des causes profondes, c'est-à-dire beaucoup plus systémique. Et puis, la dernière question, c'est sur ce que vous avez pointé sur la prévention et, en fait, d'une certaine manière, la reconnaissance maintenant de potentiellement l'effectivité des mesures de prévention. Il est vrai que jusqu'à présent, on poussait à la prévention. Par contre, la prévention, qu'elle soit effective ou non, ceci était discutable et difficilement, d'une certaine manière, enseignable et imputable. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on commence
à reconnaître leur effectivité, alors on évitera d'avoir des traitements des territoires de manière centrée uniquement sur l'aléa, l'exposition à l'aléa, et on reconnaîtra les investissements de prévention et leur effectivité sur le terrain. Mais en plus de ça, ça poussera à sortir du discours qui portait sur l'écologie punitive, puisque justement, il y aura un avantage à investir en prévention et sortir du clivage prévention individuelle et collective, qui est quand même un sacré problème. Donc, 3 questions. N'hésitez pas, je sais qu'on pourrait en débattre longtemps, mais juste pour vous entendre si vous avez quelques éléments sur le sujet. Oui, pardon, sur vos 3 questions, quand vous parlez des risques systémiques, qu'est-ce que vous entendez exactement? Par les risques systémiques, j'entends quelque chose qui se transmet d'un territoire à un autre, qui se transmet d'une zone à un autre. Par exemple, un des risques systémiques que l'on pourrait donner comme exemple, c'est imaginez vous avez une guerre en Ukraine, pour donner l'exemple. Cette guerre en Ukraine, elle va avoir des effets sur la disponibilité de certaines ressources. Elle va avoir un effet sur la disponibilité de l'énergie. Elle va avoir un effet, elle va diffuser des effets qui vont passer de l'Ukraine à d'autres systèmes et vont avoir un effet sur l'économie, sur la santé, mais qui dépasse son ancrage original. Elle va se transformer et muter de forme vers d'autres spatialités et d'autres zones. Donc, ça passe de système en système. C'est ce qu'on appelle systémique. Du coup, on n'arrivera plus à retrouver véritablement la source. Oui, comme toujours, vos questions sont passionnantes. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui, très bien. Vos questions sont passionnantes. En fait, en réalité, c'est une véritable révolution des études d'impact auxquelles il faut arriver. Le vrai sujet est celui-là. C'est-à-dire que j'ai déjà évoqué tout à l'heure l'effort du Conseil d'État, de ses rapporteurs publics, pour aller vers une analyse du risque climatique. C'est-à-dire, c'est une révolution. Les industriels disent, ben, moi je veux bien évaluer les risques par rapport à la déforestation en Asie, quand je fais comment dirais-je, je fais de l'huile de palme, mais je n'ai pas les moyens de savoir ce qui se passe. Moi, je réponds quand même que quand on regarde la législation de ces pays d'Asie, la déforestation est punie pénalement. Donc, il y a au moins un comparatif à faire au point de vue juridique, si on ne peut pas le faire au point de vue du fait. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, je sais bien que actuellement, il semblerait que dans ces régions-là, on soit revenu en arrière, qu'on veut effacer des zones qui sont supérieures à la région de New York. Regardez la presse de ces jours derniers. Mais effectivement, je crois que l'étude d'impact est trop étroite dans sa conception. Qu'est-ce que c'était? L'analyse de l'état de l'environnement. Bon, bah, l'environnement, c'est l'environnement climatique. Donc, vous l'élargir. Après ça, il fallait étudier les mesures de correction. Après ça, il fallait étudier la compensation, etc. Bon, le coût des mesures et autre chose. Mais c'est beaucoup trop étroit. Donc, il faudrait partir peut-être d'une définition en amont. Vous savez qu'il y a des études d'impact pour les lois. Depuis une modification du règlement de 1990 du Parlement, il y a des études d'impact. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel vient récemment de contrôler la suffisance ou l'insuffisance de l'étude d'impact législative. Et il est certain que dans les lois les plus éloignées du sujet climatique, on peut être intéressé par le climat. Et donc, par conséquent, il faut que
la révolution passe par là-haut. Après ça, on pourra décliner. Donc, c'est des éléments de réponse à votre question. Je crois que la clé est par là, que ça se trouve par là. Deuxièmement, la question de l'imputabilité des risques, c'est une question épouvantable. Vous savez que pour les juristes, et à mon avis, ils font des erreurs de stratégie quand ils font des procès pour l'atteinte à la santé due à la pollution atmosphérique. Ils ont pris le problème à l'envers, c'est-à-dire ils disent il y a des dommages, il faut les réparer, mais ils ne sont pas commencés par une expertise sur l'imputabilité des particules fines des voitures sur la santé dans le cas considéré, c'est-à-dire la difficulté du lien de causalité. Les tribunaux le disent toujours, que ce soit dans la région du Mont-Blanc, que ce soit dans la région de Paris, la jurisprudence dit vous êtes très intéressant, mais au point de vue de l'imputabilité, de la réparation, je ne peux pas le faire. C'est la difficulté du lien de causalité. Je me rappelle que, par exemple, dans la question des forêts allemandes, vous vous souvenez, ce qu'on appelle le Waldsterben. Les Allemands sont très sensibles à la question de la mort des forêts. Et pratiquement, on attribuait ça en grosse partie à la question des émissions des aciéries suédoises. Et seulement se pose un problème de droit qui est extraordinairement important, c'est le problème de la responsabilité in solidum. C'est-à-dire, est-ce que les aciéries suédoises pourraient être considérées comme responsables de la totalité tout en n'étant pas, parce qu'elles pourraient se retourner par d'autres personnes. Vous voyez que la question de la causalité climatique est une chose assez sérieuse. Ce qui est assez amusant, c'est que le grand argument dans le contentieux climatique des entreprises américaines devant les tribunaux fédéraux, c'est de dire oh ben oui, mais c'est vrai que j'ai fait du pétrole, j'ai fait des gaz à effet de serre, mais c'est vous qui me l'avez demandé. Donc, vous voyez la difficulté. Et la troisième question, c'est, comment dirais-je, la nécessité d'une prévention effective. Alors, il faut quand même dire qu'on n'a pas décliné le principe de prévention dans la Constitution. On parle toujours pollueur-payeur, on parle précaution parce que ça irrite, on parle du droit à un environnement sain, bon ça c'est très bien, mais le droit à l'environnement sain peut effectivement renforcer le droit à la prévention. Et c'est là où, dans l'arrêt de la Cour de Strasbourg, dont j'ai parlé du 9 avril 2024, vous avez une clé en disant qu'il faut intervenir sur les risques avant qu'ils se soient manifestés. Donc, pratiquement, je crois que la jurisprudence de la Cour européenne est intéressante parce que chaque personne qui est membre de l'Union européenne, ça va. La Russie en a été exclue, hein, bon, pour des motifs politiques, mais ça va. Il y a 46 États. Il y a même Monaco et la Turquie. Je plaisante un peu. Mais, comment dirais-je, chaque citoyen des pays de l'Union européenne peut revendiquer ce droit et donc rendre la prévention plus impérative. Voilà, c'est des éléments de réponse à vos trois questions. Un grand merci Christian pour la clarté de vos réponses. Je passe la parole à Frédéric puis à Bertrand. Pour d'autres questions, rapprochez-vous bien de vos micros, parce qu'on peut des fois avoir des soucis. Des soucis. Bonjour, merci pour ce panorama très riche, qui n'est pas facile à ingérer. Alors, moi, j'ai deux petites questions. La première question, c'est, vous avez évoqué comme, disons, force de progrès, en quelque sorte, le droit international, bon, qui est à la fois florissant, mais, disons, pénalisé d'une certaine manière, la jurisprudence, l'Internet, avec une jurisprudence australienne qui s'inspire d'un autre arrêt. La question, c'est est-ce qu'il y a autre chose? Quelle est la consistance actuellement du droit, des droits que vous avez évoqués, comme le droit à l'environnement sain, le droit des générations futures? Est-ce que ces droits-là
seront suffisamment forts pour, entre guillemets, contrer d'autres droits, puisque, par exemple, ce qu'on peut observer, disons, dans la vie, alors moi je ne suis pas juriste, mais dans la vie courante, entre guillemets, c'est que des atteintes à l'environnement peuvent se résulter dans des atteintes également à la souveraineté, par exemple l'énergie, hein, dans le cadre de la guerre de l'Ukraine. Par exemple, la loi REACH amène des industriels à délocaliser certaines activités, donc on peut se poser la question, est-ce que ça n'a pas une influence, disons, négative sur certaines souverainetés technologiques ou industrielles? Une partie du droit de l'environnement, on pourrait considérer d'une certaine manière que ça crée en tout cas un obstacle au développement touristique d'une ville. Enfin, il y a plein de conflits de droit. Donc, comment dire? L'image que je retiens de votre présentation, c'est que, en gros, chacun combat un peu ou avance dans son domaine. Il y a des liens possibles entre le domaine de l'assurance et le droit via les mesures que vous avez évoquées à la fin, faire progresser les études d'impact, l'imputabilité des risques, les voir différemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses, disons, d'autres grandes forces que l'on peut envisager? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir des modèles globaux et de les inscrire quelque part à un niveau supranational ou supra-droit courant, disons, permettrait de faire avancer, nonobstant même, les conflits politiques, c'est-à-dire sans exclure la Russie, par exemple. Voilà, ça c'est la... Oui, en fait, c'était ma seule question. Merci. Votre micro, Christian. Votre micro, hop. Alors, attendez. On ne vous entend pas. Alors, un instant. Il faut juste le réactiver. Juste un instant. Non, on ne vous entend pas. Oui, il faut appeler quelqu'un pour vous le réactiver. Oui. On peut attendre quelques instants le temps de réactiver le micro. Pardon, ma question était un peu longue et confuse peut-être. Non, pas de souci. Juste un instant, je vais essayer. Je ne sais pas, Tom, si tu peux essayer de réactiver le micro. Non, j'ai essayé, j'ai pas la main sur les micros des gens, donc malheureusement, je peux pas, enfin, une fois, je peux désactiver, mais je peux pas réactiver. Ça va venir là. Oui. Merci. Ça y est, je pense que c'est... Non, pas encore. Activez le micro. Oui. Non, en plus, le micro il s'est désactivé tout seul en plus, donc j'espère que c'est pas un problème de déconnexion ou quelque chose comme ça. Enfin, j'espère que c'est pas. Alors, peut-être que le mieux, c'est juste très rapidement, ça permettra. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, excellent. Merci. Ça y est, on vous entend, Christian. Oui, alors, j'essaye de répondre parce que la question est d'une richesse infinie. En fait, on est en face d'une véritable révolution. Qu'est-ce que c'est que le droit climatique? C'est le droit des liens entre différentes disciplines. C'est ça le sujet. L'économie, le droit minier, tout ce que vous voulez, enfin, si j'ose dire. Et on est au début de la construction d'une mosaïque. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, l'Organisation des Nations Unies essaye de trouver une sorte de déclaration adéquate. Avec Corinne Lepage, on avait essayé de faire la déclaration des droits de l'humanité à la demande du président Hollande, à la suite de la COP de Paris, la réunion de Paris, et dans lequel, effectivement,
on a essayé de systématiser le droit des générations futures, l'exploitation des ressources, et il semble que l'ONU s'avance vers une déclaration assez générale là-dessus. Donc, quand on fait du droit, il faut une doctrine et il faut un guide. Et donc, c'est quelque chose qui est en gestation. Quand vous parlez pertinemment, par exemple, du coût social et climatique de la délocalisation, mais vous avez en matière de transport une résistance extraordinaire du lobby des transports, des travaux publics sur l'application du droit climatique au transport. Il y a, par exemple, l'étude d'impact climatique a été rendue obligatoire pour les aéroports, mais jamais pour les autoroutes. Et la fragilité de tout ça, c'est le fait que malgré tout, ce droit se rattache aux droits de l'homme. Et ces droits de l'homme ne sont pas partagés par le monde entier. Et donc, comment dirais-je, c'est une construction lente et fragile, en fait, en réalité. Mais moi, je dis qu'il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est une question de volonté. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on veut? On peut, si on veut. C'est les Anglais qui disent quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Moi, je suis d'accord là-dessus. Voilà. Mais, merci Christian. Bertrand. Oui. J'arrive. On m'entend ou pas? On m'entend? Oui. Oui. Et il faut mettre. Voilà, super Bertrand, merci. D'accord, ok, super. Bien. Donc, Bertrand Payette, donc territoire de la région de La Réunion, donc océan Indien. En tout cas, merci Myriam pour ton invitation. Je ne pourrais pas rester très longtemps. Et merci à Maître Hublot pour son intervention très intéressante. Moi, j'aurais une petite remarque à faire parce qu'on parlait d'un sujet, hein, entre autres de la stratégie de gestion du recul du trait de côte. Donc, très intéressant. Et en fin de compte, comme on doit faire un travail de prévention, et on sait que je pense que la prévention, c'est surtout basé sur la persuasion et de la conviction. Et je voulais savoir sur un territoire comme l'Europe, je veux dire, je ne sais pas si tel ou tel territoire fait partie de l'Europe ou pas, mais vous me direz, à la fin de ma question, c'est de savoir comment peut-on, sur un territoire aussi proche, par exemple en Méditerranée, d'avoir des conditions, des exigences sur la voiture sur la stratégie de gestion du trait de côte, par exemple à Marseille ou à Montpellier, et d'avoir juste à côté, par exemple à Monaco, au lieu de s'éloigner de la côte, d'avoir une extension, par exemple sur la mer, et qui fait que pour convaincre des gens de se reculer de la mer, du moins de s'éloigner de la mer, et alors que juste à côté, on a un territoire qui s'étend sur la mer, est-ce que là, il n'y aura pas un conflit? Comment c'est perçu et comment c'est possible déjà aussi? Et en termes de droit, savoir qu'est-ce qui régit tout ça pour dire que sur des territoires aussi proches, de Monaco par exemple, on peut par exemple conseiller des gens, essayer de relocaliser par exemple un peu plus loin de la côte, et alors même que juste à côté, on étend l'urbanisation sur la mer. Donc, c'est pour ça que j'aimerais savoir comment au sein de l'Europe, si on peut appeler ça l'Europe, parce que peut-être que ces territoires ne font pas partie de l'Europe ou ils sont un petit peu dans l'Europe, on peut avoir une gestion aussi différenciée et pour le coup, perdre un peu cette conviction, cette persuasion vis-à-vis de la population pour dire voilà, on vous demande de vous éloigner, mais juste à côté, il y a des gens qui s'étendent sur la mer. Donc, c'est un petit peu ça. Et surtout, pour finir, c'est que souvent on dit que des solutions fondées sur la nature est intéressante. Et là, on voit par exemple sur Monaco, d'après ce que j'ai vu sur un projet très récent, on continue à bétoniser le littoral et à coups d'hectares sur la mer. Donc voilà, c'était un petit peu savoir comment c'est perçu, comment on arrive à ce genre de résultats. Et peut-être que c'est
cohérent pour certains, mais ça me paraît un peu décalé par rapport à ce qui est demandé, quoi. Donc voilà, merci. Merci Bertrand. Christian. Oui, volontiers, mais il y a deux facteurs. D'abord, on m'a distrait pendant l'exposé, et deuxièmement, j'ai de mauvaises auditions. Est-ce que vous pourriez centrer la question, Myriam, s'il vous plaît, avec toutes mes excuses pour Bertrand? Je suis désolé, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je vais demander à Bertrand de la recentrer. Oui, je pourrais la retraduire d'une certaine manière. Je l'ai entendu comme ça, Bertrand, et tu me corriges. Je l'ai entendu comme habiter les côtes. On a le risque de retrait du trait de côte, mais habiter la côte et appliquer un certain nombre de règles ne se fait pas de manière homogène, pays par pays et espace par espace. Donc, d'une certaine manière, ce que pose comme question sous-jacente Bertrand, c'est d'abord, quels sont les retours d'expérience sur des alternatives au fait d'habiter la côte et comment pousser les riverains à se déplacer un peu plus dans les terres au lieu de participer à l'érosion, en fait. Et de deux, en fait, quel benchmark on peut avoir de pays en pays. Bertrand, tu me corriges si je venais avoir chamboulé un peu ta question. Oui, et puis c'était juste comment être convaincant quand, par exemple, en France, on nous demande de nous éloigner et juste à côté, par exemple, à Monaco, on étend son territoire sur la mer, alors que je pense qu'il doit y avoir un risque de submersion marine en Méditerranée. J'ose espérer, parce qu'avec les risques de tsunami, avec les volcans en Italie, je pense qu'il doit y avoir des risques de submersion. Donc voilà, c'est exactement ça. Mais j'ai précisé pour des territoires qui étaient juste à côté et qui n'avaient pas forcément la même vision des choses entre bétonner et des solutions fondées sur la nature, par exemple. Voilà. En gros, un poids de mesure. Exactement. On peut lier ça. Si j'ai bien compris, Myriam, la question a lieu, porte sur la question du retrait du trait de côte. Ça dépend si on le prend à l'international, si on le prend au national. C'est vrai qu'à l'international, une grande partie de la population vit près de la côte. C'est quand même un problème mondial. Et donc, ça peut entraîner des réfugiés climatiques. Et on voit déjà toute une jurisprudence sur ce point-là, avec les îles Tuvalu et autres, et le droit australien. Il y a déjà un problème de sauvegarde. Après ça, il y a une deuxième question qui est celle des alternatives et des incitations à déménager. Alors, je suis assez incompétent sur cette question-là parce que c'est une question technique. Je n'ai pas travaillé la loi sur le recul du trait de côte, mais comment dirais-je, c'est très lié à l'urbanisme. L'obligation pour les communes de prendre des dispositions et pratiquement de déplacer. Donc, je ne pourrais répondre que de généralité. Donc, si on peut poser la question par écrit, j'essaierai de répondre au mieux sur cette question-là en regardant la loi dans ses détails, avec toutes mes excuses sur cette pertinente question et l'insuffisance de ma réponse. Merci Christian. Je sais que c'est une question complexe et qui préoccupe beaucoup d'entre nous parce qu'effectivement, beaucoup de choses viennent à pousser l'entrée effectivement du retrait de trait de côte dans les risques de catastrophe. Donc, cette question d'imputabilité derrière et d'efficacité des mesures doivent-elles être coercitives ou incitatives, ou les deux, mais sous quelle forme? Voilà. Et, alors, je vous propose d'applaudir Christian. Vous avez l'intervention de Christian Huguelot. Alors, attendez, on va utiliser les applaudissements. Merci Christian. Votre présentation va générer plein de réflexions sur la suite de notre programme de travail côté CS et à la FPCNT plus largement.